Juste avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler du Roman de Fauvel, un spectacle qui se joue du 18 au 26 mars au Théâtre Châtelet à Paris et qui est le sponsor de cet épisode. Ce spectacle de Benjamin Bagby et Peter Sellars adapte un manuscrit très spécial du XIVe siècle, une satire subversive du pouvoir royal et religieux en mots et en musique. À l'heure où sort cet épisode, il vous reste quelques jours pour réserver vos places, donc pour en savoir plus, je vous mets un lien dans la description de cet épisode. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être aux châteaux forts, aux chevaliers, aux cathédrales, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 61, Marie et les jardins en Toscane au Moyen-Âge, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. Bon, avant qu'on commence, je suis désolée, il y a un petit bruit de fond, peut-être que vous l'entendez, parce que le hasard fait que le jour où nous faisons un épisode sur le jardin, j'ai un voisin qui a décidé ce matin de tailler la haie de son jardin. Donc vous entendrez peut-être un peu des bruits de tronçonneuse et tout ça. Désolé pour le bruit. Mais bon, revenons à notre épisode. Nous partons aujourd'hui pour la fin du Moyen-Âge. On est dans un contexte de renaissance italienne, même si, rappelez-vous, dans l'épisode 47, nous avions dit avec Peter que la Renaissance n'avait pas vraiment eu lieu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Delarraze. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, je te reçois parce que tu as fait un mémoire sur le sujet, le jardin ornemental en Toscane, pratique et représentation 14e, 16e siècle, donc un mémoire de Master 2 soutenu en 2021 sous la direction de Elisabeth Crouzet-Pavant. Donc avec toi Marie, on part pour l'Italie et pour les jardins, mais déjà raconte-nous pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet en particulier ? Chercher un petit peu une idée transverse aux différentes thématiques de l'histoire, donc quelque chose qui touchait à la fois à la politique, au culturel, au religieux, à l'économique, etc. Mais qui avait peut-être un accent un peu plus important pour l'histoire environnementale. Et finalement, le jardin s'est prêté assez naturellement, tout simplement parce que je cherchais donc un espace un peu différent aussi de la forêt, mais un espace toujours aussi naturel. Puis après, tout simplement, le lieu est venu aussi facilement, parce que je partais très souvent en vacances avec mes parents quand j'étais jeune en Toscane, et je suis tombée littéralement amoureuse de Florence, comme je pense beaucoup qui y sont allés d'ailleurs. Et puis ensuite, l'envie de travailler sur Florence est venue depuis que je suis au collège, et notamment par peut-être aussi quelque chose qui peut peut-être aussi un peu changer, mais je jouais aussi beaucoup à la PS3 d'ailleurs, et notamment au jeu Assassin's Creed. Ah. Et il y en a un qui se passe à Florence, dans la Renaissance italienne, et dont je suis absolument fan, et dont je jouais quasiment tous les jours, et ce qui m'a donné l'envie et la motivation en fait, de travailler sur un tel sujet aussi de base. Et finalement, étonnamment, j'ai jamais perdu l'envie, donc j'ai continué sur cette voie. Ah, mais les jeux vidéo, pour sensibiliser à l'histoire, c'est quand même très important, donc surtout Assassin's Creed, oui. Ouais. Et puis la reconstitution était quand même assez magnifique quand je l'ai sortie, donc... Donc voilà. Et alors, qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ton mémoire ou apporter de plus à l'historiographie sur les jardins de Toscane ? Alors j'ai voulu montrer en fait qu'en travaillant sur ces jardins, on pouvait adopter une perspective un peu holistique, c'est-à-dire vraiment une perspective qui touchait un peu à tous les domaines. On pouvait prendre vraiment en fait plein de thématiques différentes de l'histoire, les lier entre elles et vraiment apporter toute une idée générale au processus d'apparition du jardin ornemental notamment. Et puis j'aimerais du coup bien m'inscrire en fait dans un courant de l'histoire qui traite un peu de cette question un peu phénoménologique du paysage, c'est-à-dire vraiment la naissance du phénomène de l'apparition du jardin, et aussi montrer en quelque sorte que
toutes ces idées de botanique ne commencent pas que au XVIIe, mais aussi en fait en amont au XVIe siècle. Mais on pourrait imaginer que ce sujet a déjà été étudié avant, parce que surtout l'Italie a été étudiée par beaucoup de gens. Là, c'était pas le cas. Il y a eu des recherches sur l'histoire du jardin, notamment italien, mais qui sont relativement récents quand même. Vraiment, toutes ces recherches, elles peuvent peut-être commencer dans les années 70, ce qui n'est pas non plus très, très, très tardif. À l'échelle de l'histoire, oui, ça, c'est sûr. C'est ça. Et en fait, on a des problématiques qui sont vraiment très diverses parmi tous ces chercheurs. Certains vont travailler sur des régions, et d'autres vont vraiment travailler sur un jardin en particulier. Notamment, je me suis beaucoup appuyée sur la thèse d'Hervé Brunon, qui a travaillé sur le jardin de Pratolino en Toscane, quoi, tout simplement. Donc on a beaucoup de thèses et de monographies très différentes les unes des autres. Et j'ai voulu, en fait, là, pour le coup, m'intéresser vraiment au jardin, vraiment précisément de Florence. Et c'est pas un sujet qui a été très, très fait. J'ai trouvé très peu de chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet vraiment précisément, autant sur les jardins qu'on peut trouver en ville, même si c'est très rare, autant que sur des jardins qu'on trouve en campagne, aux alentours de Florence, justement. Parce que tu travailles principalement sur la ville de Florence, mais pas que, donc c'est pour ça que tu as intitulé ton sujet sur la Toscane en général. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire, peut-être c'est une question bête, mais je sais pas, à quoi correspond la Toscane en Italie à l'époque que tu as étudiée ? Alors, pour le coup, je fais référence vraiment à la région toscane qu'on connaît déjà actuellement. Ouais, c'était déjà la même. Ouais. Là, pour le coup, évidemment, les régions ont été mises bien plus tardivement en place sur le plan administratif, mais là, je fais vraiment référence à une aire géographique qu'on connaît déjà. Donc la Toscane est une région en plus qui se situe donc au nord de Rome et puis évidemment au sud de Milan, donc avec un espace côtier mais aussi un espace qui est ancré dans les terres, donc plutôt côté ouest du territoire, et donc qui est une région évidemment très, comme on le verra, très, très chaude et du coup très favorable aussi à l'essor de tous ces jardins et des plantes également. Et quel est le contexte de l'époque que tu as étudié ? Le contexte est assez évidemment compliqué puisque Florence à l'époque est donc une république entre guillemets on pourrait dire d'exception puisqu'on n'en a pas évidemment pour toutes les villes. Et dans le contexte italien notamment du XVe siècle, ça va être le moment du triomphe des familles princières sur les villes justement. Donc ces familles princières vont vraiment gouverner. Donc on a notamment les Albizzi à Florence et ensuite on a les Médicis, donc la famille sur laquelle vraiment je travaille plus précisément pour les jardins. Florence, en plus de tout ça, est le foyer de la Renaissance. C'est une zone géographique vraiment typique qui comporte aujourd'hui encore toutes ces manifestations en fait concrètes de naissance des jardins. On peut vraiment voir en plus que c'est un endroit donc idéal pour la naissance de ces jardins ornementaux qui suivent aussi en fait les motifs de l'art topiaire, c'est-à-dire toutes les tailles des arbres et des arbustes faites dans un objectif esthétique, en fait, tout simplement. Rien à voir avec les taupes, hein. Ouais, non. Okay, non, mais je me demandais. Non, c'est vraiment l'art de sculpter son jardin. D'accord. Et donc, on voit plusieurs prototypes, en fait, de jardins avec villain qui sont encore aujourd'hui tout à fait présentes. Et de plus, le choix de Florence est quand même assez pratique, puisque, tout simplement, c'est quand même le foyer de l'humanisme intellectuel et aussi artistique, donc qui nous a permis en fait d'avoir énormément de sources à nos dispositions, qu'elles soient manuscrites, imprimées, littéraires, picturales aussi. Déjà l'aurore de vermeil qu'elle était commençait à jaunir à l'approche du soleil, quand, le dimanche, la reine s'étant levée, fit lever toute sa compagnie. S'étant fait ouvrir un jardin attenant au palais, et qui était tout entouré de murs, la reine et sa troupe y entrèrent. Et dès leur entrée, l'ensemble leur en paraissait d'une beauté merveilleuse. Ils se mirent à en regarder plus attentivement les diverses parties. Ce jardin avait en de nombreux endroits, tout autour et au milieu, de très vastes allées droites, comme des flèches, et couvertes de vignes en treilles, qui annonçaient devoir donner cette année force raisins, et les fleurs répandaient par tout le jardin une si puissante odeur, mêlée qu'elle était au parfum de nombreuses autres plantes embaumant l'air, qui leur semblait être au milieu de toutes les épices qui naquirent jamais en Orient.
Les bords de ces allées étaient quasi tout couverts de rosiers blancs et vermeils et de jasmin, de sorte que, non seulement pendant la matinée, mais alors même que le soleil était au plus haut, on pouvait aller partout sous une ombre odoriférante et agréable sans être atteint par ces rayons. Extrait du Décaméron de Boccace. Comment est-ce qu'on définit un jardin à l'époque que tu as étudié ? Alors déjà, tout simplement, la définition du jardin est très complexe parce que déjà, il faut définir l'idée du paysage, comment est-ce que c'est vu, etc., comment est-ce qu'il est abordé, considéré. On remarque au fur et à mesure, en fait, le jardin est un paysage, pour tous ceux qui en possèdent un en tout cas. Il fait partie intégrante du paysage et il faut le prendre vraiment dans ce sens-là. Après, évidemment, le jardin a sa propre définition puisque ça reste quand même souvent quelque chose de clos sur lui-même, surtout au Moyen-Âge, et notamment au début du Moyen-Âge, même si au fur et à mesure, il va un peu s'ouvrir, mais il ne faut pas oublier qu'évidemment, ça reste le jardin du propriétaire qui reste entouré de ses murs, de sa clôture, de ses haies, etc. Et c'est donc très compliqué à définir, d'autant qu'il y a plein de jardins différents. Vraiment, on a toute une diversité incroyable, et le jardin ornemental comprend, entre guillemets, des sous-jardins. Donc, c'est-à-dire que vraiment, on a des sections de jardins différents dans le jardin même. Et en plus, le jardin ornemental se différencie des premiers jardins médiévaux. Donc, faut définir tout ça et c'est un peu compliqué. On va rentrer dans le détail justement. Raconte-nous, quels sont les différents types de jardins que l'on trouve à la fin du Moyen-Âge ? Tu as commencé à le dire déjà, il y a l'ornemental, mais il y en a d'autres aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle l'hortus conclusus, donc en fait le jardin fermé, clos sur lui-même. Donc ça, c'est vraiment pendant toute la période médiévale. Et c'est à partir de l'hortus conclusus que le jardin ornemental naît, justement. Voilà, vraiment, ça, c'est un jardin qui, en plus, a l'idée aussi un jardin vivrier, donc qui est fait vraiment pour les potagers, la culture de fruits et légumes, etc., qui est une question très importante de subsistance. On a ensuite le développement, toujours en latin, de l'hortus deliciarum, donc le jardin des délices. Donc là, on fait vraiment référence aussi au tableau, par exemple, de Jérôme Bosch, qu'on peut connaître pour le jardin des délices, évidemment. Et c'est vraiment, ça va faire aussi référence à toutes les activités qu'on peut y avoir dedans, des activités peut-être un peu plus sensuelles, pourquoi pas. En troisième lieu, on a aussi évidemment le jardin monastique. Donc là, pour le coup, un jardin proprement religieux, où on va avoir vraiment un jardin qui se compose en fait de plantations d'herbes médicinales, de potagers, etc. On a ensuite le jardin des simples, dans lequel on cultive que des plantes médicinales. Et enfin, on a l'apparition évidemment du jardin ornemental, donc vers le XIVe siècle, qui là pour le coup est un jardin consacré à l'ornementation, à l'esthétique, ce qui n'empêche pas d'avoir des cultures de potagers, de fruits et légumes, de plantes médicinales à nouveau. Et dans ce jardin ornemental, on retrouve un peu ces sous-sections. Donc on parle de jardin secret aussi. C'est vraiment en fait un jardin qui va être accessible que depuis l'intérieur du palais. On ne peut pas accéder depuis l'extérieur, donc c'est vraiment quelque chose de fermé et réservé aux propriétaires. On a ensuite le jardin de fleurs, et qui pour le coup, c'est vraiment une section qui va servir à montrer toutes les fleurs un peu rares, exotiques qu'on peut avoir. Ça ressemble vraiment à une sorte de pépinière avant l'heure, un petit peu, et vraiment dédié toujours à l'ornementation, bien sûr. Et le dernier point, on a le jardin suspendu. Donc là, on a envie de penser au jardin de Babylone. Ouais. Et on a un peu cette référence, assez vague, évidemment, mais certains de ses contemporains qui ont des jardins suspendus font référence parfois au jardin de Babylone, un petit peu, assez, évidemment de manière assez lointaine quand même, mais ils y pensent, et ces jardins suspendus sont aussi accessibles que par le propriétaire. On n'en a pas, à ma connaissance, encore aujourd'hui. Ça veut dire quoi en fait un jardin suspendu pour l'époque ? Enfin, visuellement, ça ressemble à quoi ? En fait, visuellement, ça ressemble à une sorte de terrasse, un peu presque à un petit balcon, fait entièrement d'herbe, etc., qui est accessible que depuis l'intérieur aussi. D'accord, donc artificiel, pas dans la terre de l'extérieur et tout ça. Ouais. C'est vraiment là une question de maîtrise de la nature qu'on veut montrer, et on va essayer absolument de dominer cette nature pour l'artificialiser et en faire quelque chose de complètement nouveau qui n'est pas, entre guillemets, naturel. Donc il y en avait à l'époque, mais ça n'a pas été conservé jusqu'aujourd'hui, c'est ça ? À ma connaissance, non.
Donc toi, Marie, tu as travaillé principalement sur le jardin ornemental au Moyen-Âge, donc on va moins parler effectivement de tout ce qui est jardin religieux, botanique et tout ça, peut-être dans d'autres épisodes, hein, bien sûr. Alors raconte-nous quelle espèce d'arbres ou de plantes on trouvait dans ces jardins ornementaux. Est-ce qu'il y a des espèces qu'on y retrouvait tout le temps et peut-être quelques exceptions ? Effectivement, il y a des espèces, donc autant d'arbres que de fleurs qu'on retrouve très régulièrement. Donc déjà, pour les arbres, on retrouve beaucoup le palmier. Le palmier ? Oui. Ah ouais. Sur lequel j'ai un peu travaillé, que je me suis un peu attardée, qui en fait a une symbolique très christique. Donc même si c'est un jardin ornemental et non religieux, c'est vrai qu'il y a toute une dimension sacrée autour. Donc le palmier revient constamment en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le palmier a une représentation christique ? Je suis curieuse. Alors en fait, tout simplement déjà, il a un intérêt comme arbre déjà, parce qu'il a un feuillage persistant. Donc en fait, peu importe le temps qu'il peut faire, le palmier reste en fait éternel et immortel, un peu comme le Christ en fait, tout simplement. Bon, et le climat en Toscane, j'imagine, c'est pas mal pour les palmiers aussi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme arbre alors ? Eh bien, on a aussi l'olivier, le cèdre, qui eux aussi, bon, encore à part, ont aussi une référence et une symbolique christique, eux aussi. Beaucoup des arbres en fait. Le cyprès, mais ça, c'est aussi une variété qu'on retrouve énormément en Toscane. Et du côté des fleurs, par exemple, une fleur qui revient très très régulièrement, que j'ai beaucoup retrouvé, c'est le jasmin, qui viendrait de Catalogne d'ailleurs, qui donc est importé clairement d'Espagne, et très très demandé, très recherché, etc. Tout simplement, évidemment pour son odeur, comme on peut s'en douter, et aussi pour en faire de l'huile de jasmin, qui est très prisée également. Ensuite, on retrouve tout un tas de plantes, ce qu'on appelle des plantes à bulbes. Puis on peut retrouver également beaucoup de plantes grimpantes, parce qu'on adore mettre beaucoup de treillage un peu partout, sur lesquels vont grimper des vignes, des arbres, des pommiers, par exemple aussi. À part les arbres et les fleurs, qu'est-ce qu'on trouve comme décoration, ornementation dans les jardins ornementaux ? Alors en fait, on y trouve beaucoup d'autres choses aussi, notamment on y trouve beaucoup de grottes qui sont entièrement sculptées, donc ce sont des grottes entièrement artificielles, hein, qui sont très ornementées et très chargées. Et on a pu voir, par exemple, comme l'avait pu le montrer un historien, Hervé Brunon, que certaines de ces grottes donc servaient évidemment aux personnes à se rafraîchir, à trouver en fait un espace à l'ombre, au frais de ce soleil un peu parfois étouffant, et qui pouvait même parfois servir en fait de salle à manger aussi. Mais non. Aussi, du coup, parfois on pouvait aller en fait tout simplement déjeuner dans ces grottes qui étaient en fait au frais et qui reposaient tout le monde, puisque évidemment il fait des chaleurs complètement écrasantes, et puis évidemment c'est pareil quand on se retrouve dans la villa. Donc la grotte vraiment, elle garde l'espace au frais et est très utile. Et en plus de la grotte, on trouve énormément de fontaines et aussi de systèmes qui mettent en place des jeux d'eau. Et donc, en fait, les constructeurs et les propriétaires aiment, entre guillemets, surprendre un peu, en fait, leurs visiteurs. Ils mettent en place des systèmes comme des détecteurs, en fait. Quand on passe, ça déclenche le jet d'eau, en fait. Et du coup, le visiteur, évidemment, se prend en plein toute l'eau. Mais on dit que c'est pour son bien, puisque c'est pour le rafraîchir, compte tenu de la chaleur. Et juste parfois, sur la pression d'un pied à un certain endroit de la grotte, on a les jets d'eau qui se mettent en place, des jets d'eau qui peuvent atteindre 1,50 m ou voire plus parfois. Et évidemment, le propriétaire qui sait où se trouvent ces fameux capteurs, lui a évidemment tout prévu, puisqu'il se prévoit bien toujours des petits endroits à l'abri pour passer, parce qu'il est malin quand même. Et donc, on a tous ces jeux d'eau qui sont parfois donc, plus ou moins appréciés, évidemment, par les visiteurs. Ouais, c'est génial de dire que ça existait déjà, en fait, ce genre de système au Moyen-Âge. Ouais. C'est assez innovant, en fait. Et puis, toutes ces fontaines créent, en fait, un système, en fait, de climatisation, quoi. Clairement, c'est pour se rafraîchir. Plus il y a de l'eau et plus il fait frais aussi, en fait. Et en plus de tout ça, on trouve donc des potagers, mais aussi des vergers. Et en fait, les aristocrates développent vraiment un certain attrait pour la cueillette. C'est presque qu'ils se passionnent pour ça. Et l'un des éléments, par exemple, vraiment qu'ils adorent à l'époque, ce que j'ai pu croiser dans certaines aides, ça va être la salade. Et en fait, voilà, c'est ce petit verre tendre et croquant qui donne envie. Et j'ai pu remarquer que, voilà, parfois certains vont jusqu'à se dire, c'est chouette qu'à toute heure de la journée, je puisse aller
voilà, croquer un fruit ou me prendre une petite feuille de salade. On est vraiment sur de l'aristocrate, quoi. Oui, vraiment. c'est du pur luxe, quoi. Ouais, c'est ça. Oh là là, je peux cueillir un fruit. Oui, c'est bah, ça. normal. Même la nuit, hein. Oh. J'ai croisé que certains se disaient que même, ils allaient pouvoir sortir justement un peu la nuit s'ils n'arrivaient pas à dormir pour aller cueillir parce que c'est près de leur fenêtre et que du coup ça leur fait plaisir. On est vraiment sur du loisir, de l'élite. Ouais. C'est de l'alimentation plaisir là pour le coup. Vous voyez, tout ça c'est des glycines. C'est très joli, mais votre femme a évoqué l'envie de changer. D'accord. Alors voilà, il y a 2 propositions. Soit arracher les glycines pour mettre autre chose, moi personnellement je trouve ça dommage, soit conserver les glycines et essayer de faire courir une autre plante par-dessus. Tout à fait. Voilà, en même temps je sais pas si vous vous sentez tellement concerné. Attention, tout ce qui se passe à Kaamelott me concerne. Non, je veux dire, vous avez peut-être des choses plus graves à régler. Chaque chose a son importance, d'autant qu'arracher des glycines n'est pas une décision qui se prend à la légère. Ah bah, surtout qu'on fait venir des pousses de très très loin, ce serait dommage. Bah, non. On laisse les glycines où elles sont. La reine avait évoqué aussi la possibilité de changer les glycines contre des plantes à fleurs rouges. Et ces jardins ornementaux, bon, hormis à faire joli, bon, ce qui est déjà un bon usage, mais à quoi est-ce qu'ils servent au Moyen-Âge ? On peut dire que le jardin au Moyen-Âge n'aurait pas d'utilité puisque en fait il naît d'un jardin utilitaire qui est vivrier. En fait, on a un renouvellement de cette idée du jardin utilitaire. Il est utilitaire, mais évidemment pas pour tous. Il est utilitaire pour l'élite florentine, pour les aristocrates. Donc en fait, tout d'abord, il va avoir des vertus, des fonctions thérapeutiques, ce jardin. Parce qu'on va se dire, voilà, on a des jardins qui sont extrêmement grands, et donc il faut aller marcher, il faut aller se promener, la marche fait du bien. Par exemple, dans une des lettres, on peut retrouver le secrétaire Lorenzo Pagni, le secrétaire de Côme Ier, du prince Côme Ier de Médicis, qui dit que voilà, c'est super parce qu'aujourd'hui, Côme il est sorti marcher et ça tombait bien parce qu'il avait un peu quelques problèmes de digestion et de diarrhée et ça lui a fait vachement de bien. Donc il est vachement content, son secrétaire. Donc je pense que sa mauvaise humeur devait quand même un peu empiéter sur son travail. Et voilà, mais ce sont aussi des jardins où il est bon de se promener même à cheval. Ce qui montre bien la taille quand même du jardin. Ah oui, on n'est pas sur du petit jardin là. Non. Voilà, c'est des jardins dans lesquels aussi on pratique la chasse. Donc en fait, on a littéralement parfois des zones réservées à la chasse. Souvent de la chasse aux oiseaux d'ailleurs, hein, principalement. En moyenne, tu as étudié combien de jardins pour ton mémoire ? J'en ai étudié à peu près une quinzaine, de manière assez précise. Déjà, tout simplement parce que je me suis vraiment concentrée sur les jardins qui étaient la propriété de la famille des Médicis. Donc ils en avaient à peu près une quinzaine. Donc ça comprend vraiment Florence, plus les alentours, donc toute la campagne florentine. Après, j'ai pu aussi voir quelques autres jardins, d'autres familles aussi parfois pour comparer, mais on a un peu moins de sources à ce propos. Donc ça demande aussi plus de temps. Donc tout simplement, au total, j'ai entre 15 et 20 jardins à peu près que j'ai pu étudier, mais qui sont d'une taille quand même tous à chaque fois relativement importante. Et donc ces jardins, tu as commencé à le dire, ils sont plutôt privés, mais ils ont quand même un peu un aspect public, j'ai l'impression, non ? Ils sont évidemment clairement privés, puisqu'ils appartiennent aux propriétaires. Et on peut voir cet aspect déjà privé lors des vols qui peuvent se faire dans les jardins ou d'actes beaucoup plus violents. Par exemple, lors d'une guerre civile à Florence, à un moment donné, on va voir l'un des principaux partisans d'un parti qui va justement aller, par haine en fait, saccager tout un jardin d'orangers par pur acte de vengeance en fait. Ça fait partie du saccage de la ville et saccage du jardin, voilà, c'est extrêmement symbolique. C'est une atteinte directe au propriétaire. Oui, clairement. Là, en fait, le propriétaire est touché dans son intimité en fait. C'est exactement comme lorsqu'on a un vol chez soi. C'est une entrée, une infraction dans sa vie privée. Il était quand même bien énervé, ce monsieur, pour aller directement sur les orangers, alors qu'il aurait pu juste brûler. Et là, s'il a saccagé un par un, c'est quand même assez précis. Ouais. Et puis en plus, on a aussi beaucoup de vols qui se font dans les jardins. Donc soit du vol de gibier qui était présent pour la chasse, soit tout simplement du vol de fruits ou de légumes que certains pauvres voulaient voler pour nourrir soit leurs bêtes, soit pour se nourrir eux-mêmes d'ailleurs. Mais effectivement, comme tu le dis, il y a aussi une dimension un peu publique. Mais cette dimension publique, elle est présente parce que ces élites invitent beaucoup de monde dans leur jardin.
En fait, le jardin se développe aussi en tant que lieu de discussion, de conversation entre tous les penseurs, entre tous les humanistes. Le jardin sert souvent en fait de cadre, de fond sur lequel une œuvre littéraire, par exemple, va se développer, ou même un écrit humaniste qui se développerait sur fond, évidemment, de jardin et de fleurs, à l'ombre d'un arbre et près d'une fontaine où l'eau coule. Voilà, c'est vraiment c'est un motif très, très récurrent. Et j'imagine que c'est aussi un endroit où on se représente, où on se montre en société. Oui, un petit peu, effectivement, oui. C'est vrai que pouvoir aller réfléchir, penser ou discuter dans le jardin de tel ou tel prince, c'est pas rien parce que c'est une certaine invitation. Et puis, voilà, on peut penser par exemple au jardin d'une autre famille importante, les Rothschild. Toutes les réunions qui se font dans ce jardin se font de génération en génération. C'est-à-dire que voilà, le grand-père, Bernardo Rothschild, voilà, construit ce jardin et commence à y inviter des penseurs. Son fils et sa fille, Giovanni et Paul, là, font exactement pareil, ainsi que leurs enfants. Et on a toute une génération en fait, de familles qui vont perdurer ces réunions de penseurs dans leur jardin, et qui est un moment où voilà, on peut montrer la magnificence de son jardin et sa beauté. Quel est l'intérêt de cet endroit? Je sais pas, de se promener. Exactement. Se promener. Avec quelqu'un avec qui on a envie de se promener, à qui on a envie de dire des choses. Voilà, sous les fleurs blanches, pas rouges. Rouge, c'est pour les passions affichées. Il y a toute l'allée centrale là-bas, de mai à juillet. C'est bourré de fleurs rouges. Ici, c'est pour les passions inavouées. Voilà, alors il faut des fleurs blanches. Ou jaunes, à la limite. On va faire venir du jasmin. Du jasmin? De Chine. Jaune. Jaune? Jaune. Du jasmin d'hiver, quoi. Comme ça, on aura des fleurs toute l'année. Et est-ce que la place du jardin est pensée lorsqu'on construit une maison, un château, ou en tout cas des habitations? Est-ce que c'est quelque chose de systématique ou est-ce que ça dépend du niveau social? Alors ça dépend clairement du niveau social parce que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir un jardin, surtout dans lequel on peut faire de l'équitation, de la chasse et des marchés. C'est des domaines en fait. Oui, clairement. C'est vraiment... Ouais. C'est vraiment des espaces très très vastes. Les familles qui construisent beaucoup leurs villas au XVe siècle vont systématiquement, par contre, les construire avec un jardin. Ça, vraiment, c'est un modèle d'habitation qui se c'est développe. pas un ajout a posteriori, c'est Non. pensé pendant la construction de la maison. Ouais, c'est ça. Surtout au XVe siècle et surtout par les familles princières. Parce que ça demande énormément d'argent et on a vraiment, en fait, toute une équipe qui travaille pour créer ce jardin. Donc, on a des sculpteurs, des architectes, des dessinateurs, des peintres, évidemment des jardiniers. Puis, évidemment... le prince qui en fait la commande travaille évidemment dessus, pas manuellement, mais il va participer à ce processus de réflexion et de création très, très attentivement. On peut par exemple voir que le grand-duc de Toscane, Ferdinand de Médicis, a par exemple mis tout en place une politique vraiment de grands travaux pour fonder ce jardin et par conséquent a pu en fait payer énormément en fait, de personnes qui étaient pauvres et qui étaient en demande de travail aussi, et qui a permis donc à la ville de Florence de la faire bénéficier d'une dynamique politique et économique importante. Et une fois que les jardins sont construits, est-ce que tu as pu avoir des informations sur comment est-ce qu'ils sont gérés, en tout cas qui sont les jardiniers de Toscane à la fin du Moyen-Âge? Alors on n'a pas énormément d'informations, on peut en trouver. J'en ai trouvé quelques-unes dans des lettres. Par exemple, voilà, j'ai travaillé sur un jardinier qui s'appelle Diomédé Léoni, qui donc a participé à la création du jardin des Médicis, pas à tous évidemment, mais à quelques-uns, et qui a fini d'ailleurs par créer son propre jardin à lui. On a très peu d'informations, ce qu'on retrouve essentiellement, ça va être des lettres, où on voit en fait que le jardinier essaye lui-même d'aller marchander des sculptures ou des plantes à d'autres personnes de son réseau. Voilà, c'est vraiment on voit avec ce jardinier que c'est une société qui fonctionne en fait sur des réseaux familiaux, amicaux. Voilà, c'est vraiment tout un ensemble communautaire qui marche en fait ensemble. Et les jardins ne sont pas fixés et figés, ils évoluent en fait même après leur construction? Oui, bien sûr, ils évoluent déjà avec toutes les inventions de systèmes, par exemple des systèmes hydrauliques pour les fontaines. Donc plus on améliore cela et plus
voilà, plus ça fonctionne et plus on les veut chez soi, donc on les fait amener, etc. On peut aussi évidemment toutes les nouvelles plantes, on en découvre tout le temps de nouvelles. Donc voilà, les dernières plantes à la mode, on les fait venir. Voilà, même si elles sont rares, même si c'est très coûteux. Et puis au contraire, même ça prouve encore plus le luxe de son jardin, toute la richesse qu'on peut avoir, et puis son importance politique aussi dans la ville, évidemment. Et est-ce que les jardins en Toscane ont une spécificité peut-être par rapport au reste des jardins, par exemple peut-être à d'autres espaces ou à d'autres époques ? Ce qui pourrait caractériser vraiment les jardins toscans, je pense que ce serait vraiment toute cette profusion d'éléments dans un style vraiment presque un peu baroque, voilà, où on a envie d'ajouter le plus de plantes possible, plein de plantes exotiques. Voilà, on a un jardin, mais dans ce jardin, on a des sous-sections de jardin. Voilà, on a des potagers, des pépinières, etc. Et Marie, quelles sont les sources que tu as étudiées pour tes recherches ? Tu as commencé à nous dire, il y a des sources judiciaires, des sources littéraires, c'est assez riche en fait tout ton travail. Oui, en fait, il faut vraiment chercher un peu partout. Donc autant sur place, parce que voilà, évidemment, certains jardins existent encore, donc on peut s'y rendre et s'imprégner. Donc les jardins eux-mêmes qui existent sont déjà une source en soi. On a évidemment toutes les sources littéraires, toutes les sources picturales également. On a aussi toutes les comptabilités, toute la correspondance de la famille des Médicis, qui est très importante, sur laquelle j'ai pas eu énormément d'accès cause pandémie, évidemment, donc un peu compliqué. Aussi, on a tous les traités botaniques et horticoles, qui se développent aussi au XVIe siècle, évidemment. Voilà, on a aussi, évidemment, des sources judiciaires pour, voilà, comme tu as pu le rappeler, pour tout ce qui était vol et criminalité, parfois. Et dans les écrits littéraires, qu'est-ce que les auteurs écrivent sur les jardins au Moyen-Âge ? Quelle vision ils ont ? Alors, en fait, on a une idéalisation du jardin. C'est vraiment le lieu merveilleux. Évidemment, c'est aussi le mythe du lieu de l'amour. Voilà, c'est un endroit paisible où il est possible de se rencontrer, d'avoir le coup de foudre, de croiser le regard, en fait, de l'être aimé en face, voilà, par-dessus une haie de roses. C'est vraiment c'est vraiment le cliché un peu qu'on peut voir. Mais c'est un lieu où on discute. C'est un lieu qui inspire, en fait, les écrits. On voit vraiment que c'est un cadre secondaire, mais qui influe énormément sur les personnages qui sont présentés. Voilà, les personnages, même s'ils vont parler de l'amour, comme on peut le voir dans l'œuvre de Pietro Bembo qui s'intitule Les Azzolins, on a 6 jeunes gens, en fait, qui se réunissent dans un jardin, 3 hommes et 3 femmes, et les hommes doivent défendre, en fait, l'idée de l'amour. Donc si c'est voilà, si quand on est amoureux, en fait, c'est une cause de souffrance, ou si au contraire c'est vraiment quelque chose de bénéfique et apaisant. Donc les 3 vont chacun à tour de rôle pendant d'ailleurs 2 jours, si je ne dis pas de bêtises, s'affronter un peu avec des arguments, et leurs arguments parfois portent sur le jardin. Qu'on voit qu'ils s'inspirent, en fait, de tout ce qui les entoure pour parler, pour discuter. Et voilà, et même parfois le jardin peut interrompre la discussion, puisque par moment on a une colombe qui s'arrête, et puis tout d'un coup voilà, tout le monde se met à la regarder, et puis voilà. Ah oui, c'est très cliché quand même. Oui, voilà, c'est ça. Puis en plus, à un moment donné, cette colombe se fait enlever. Mais non. Donc voilà. Rendez la colombe. Donc du coup, tout le monde est triste. Après, donc plus personne n'est motivé pour parler. Et donc voilà, ensuite il fait trop chaud, donc on se déplace pour aller à l'ombre, et inversement. Voilà, le jardin ponctue d'événements. C'est pas si calme que l'on pense, en Oh fait. non, oh non. Et d'ailleurs, alors, petit détail technique, mais moi j'aime bien ce genre de choses. Quels mots est-ce qu'on utilise dans les sources pour parler des jardins ? C'est quoi les mots dans des sources ? Évidemment, c'est le terme italien, qu'on reconnaît d'ailleurs toujours actuellement en italien, c'est-à-dire giardino. Et tout simplement, c'est le terme qui revient très classiquement. Et sinon, on retrouve évidemment l'équivalent du terme de orto, tout simplement, qui signifie potager. Mais parfois, par extension, le potager fait aussi référence au jardin, en fait. Donc, on a vraiment ces 2 termes qui concernent ces espaces. Et malgré la pandémie, bon, désolé si vous écoutez ce podcast dans des années et que vous voulez plus entendre parler de la pandémie, mais voilà, on en parle, parce que c'est un peu le contexte encore un peu actuel. Tu as quand même pu te rendre en Toscane pour travailler sur les jardins in situ ? Alors en fait, heureusement qu'entre guillemets, j'avais pris un peu d'avance. Ah. C'est-à-dire que j'ai pu me rendre en Toscane déjà simplement pour en fait bien cerner mon projet de recherche. Donc avant mon M1 même. Et heureusement que j'y suis allée, ça m'a beaucoup aidée.
Et j'y suis retournée pendant octobre en 2019, pareil lors de mon M1, et je n'y suis pas retournée depuis. Ce qui fait long et ce qui a été quand même assez compliqué pour trouver des sources. Donc il faut se baser uniquement sur des choses qu'on peut trouver dans les archives qui ont été numérisées ou bien en ligne, ou sur ce que j'avais pu déjà prendre en fait avant. Même s'il faut savoir que évidemment les idées elles évoluent au fur et à mesure, donc parfois on n'a pas pris ce qu'on aimerait et c'est assez compliqué. Et tu as aussi étudié les sources picturales pour tes recherches, et là j'imagine elles étaient numérisées. Oui, c'est vrai qu'il était assez facile de retrouver les sources picturales. Puis c'est vrai que j'avais fait, quand j'y avais été en Toscane, j'avais été dans pas mal de musées et vraiment là j'avais vraiment fait déjà une pré-liste, si on peut dire, vraiment des tableaux sur lesquels je voulais m'appuyer et sur lesquels on voyait des choses quand même très particulières pour les jardins ornementaux qui m'intéressaient évidemment très fortement. Parce que les jardins que tu as étudiés étaient représentés sur ces tableaux ? C'est ça. Alors soit on a des jardins qui sont représentés, mais en général, comme dans les œuvres littéraires, c'est aussi des fois juste un fond. Ça reste un cadre. C'est pas forcément le sujet de l'œuvre. On va voir une vierge à l'enfant, le fond, ça sera un jardin, par exemple. Ou on va voir une scène de vie, et on peut voir, par la petite porte, sur le côté, on peut voir en fait qu'elle ouvre sur un jardin. Mais on n'en voit pas forcément énormément. C'est rarement le sujet général de l'œuvre. Et du coup, qu'est-ce que t'ont apporté ces sources picturales ? Ces sources picturales montrent en fait le lien entre ses contemporains, toutes ces élites florentines de la Renaissance italienne, avec la nature. Et c'est ce lien-là qui permet de refaire évidemment le lien avec le jardin, puisque le jardin, c'est vraiment ce moment où on transforme la nature pour soi, et évidemment avec soi, et où on va l'artificialiser, la maîtriser, la dominer. Et vraiment, par la peinture, on voit ce lien entre les hommes et les femmes avec la nature, ou même parfois avec les fruits et les légumes aussi, mais ça fait partie évidemment intégrante des jardins. Est-ce qu'on a des jardins de l'époque qui ont pu être conservés d'une façon ou d'une autre jusqu'à aujourd'hui, ou alors qui ont été reconstitués ? Alors on a toujours des jardins de l'époque qui existent, qu'on peut encore aller voir aujourd'hui, où il y a énormément de monde. Je pense d'ailleurs au jardin Boboli à Florence, un très très grand jardin, et je pense que tout touriste qui s'est rendu à Florence a dû aller voir, ou alors que je conseille très fortement, parce que c'est vrai que c'est très sympa. Mais sinon, on a évidemment tous les jardins qui auparavant pouvaient peut-être être en ville, qui étaient de taille beaucoup plus modeste. Ceux-là, par contre, ont disparu pour le coup. Ou alors, j'ai pas réussi pour l'instant à en retrouver de traces, ce qui est fort possible aussi, évidemment. Mais il faut aussi prendre en compte que, évidemment, l'urbain s'est vachement développé et c'est étendu. Quand on a besoin de place, et évidemment, le jardin est un élément qui disparaît. Donc, c'est éventuellement des choses qu'on peut retrouver après sous des formes, évidemment, de sources archéologiques. C'est une possibilité. Marie, depuis que tu as fini ton mémoire, qu'est-ce que tu fais ? Alors, aujourd'hui, je fais une activité quand même très, très apaisante qui est de préparer le concours externe de l'agrégation d'histoire. Ah, tu trouves ça apaisant Non. comme activité ? Clairement pas, c'est ironique. Ah, ok, d'accord. Non, c'est une année très, très dure, très compliquée. Donc, il y a un côté de moi qui a en même temps hâte de retourner à mes jardins, parce que là, pour le coup, je trouvais vraiment ça plus apaisant. Même s'il y a du stress quand même, mais voilà. Donc pour pouvoir après enseigner, tout ça. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement, pour enseigner, puis garder aussi, je pense, un pied dans la recherche. Parce que tu aimerais continuer la recherche. Ouais, clairement, j'aimerais me lancer toujours dans le même sujet pour faire une thèse. Donc, il y a encore plein de choses à faire sur le sujet. J'ai encore plein d'autres idées que j'aimerais développer, plein de sources que j'ai pas vues. Et puis voilà, l'occasion de retourner à Florence, je pense, me permettrait quand même de... C'est un bon prétexte, effectivement. Ouais. Bon, alors, pour finir, Marie, est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui voudraient étudier la Toscane à la fin du Moyen-Âge ? Je pense que déjà, il faut savoir que c'est évidemment une période qui est aussi très appréciée, très reconnue, tout ce qui est Renaissance italienne, qui est assez demandée. Et je pense que pour pas s'y perdre, parce que c'est aussi un lieu compliqué où les sources abondent, il faut, je pense, bien penser à cerner son sujet et savoir vraiment où aller. C'est vraiment la première étape à laquelle il faut penser. Mais sinon, il y a encore plein de belles choses à faire. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les jardins en Toscane à la fin du Moyen-Âge,
Donc merci beaucoup Marie de la Race pour tout ce que tu nous as raconté, c'était vraiment passionnant. Ça donne beaucoup envie d'aller en Toscane et à Florence. Donc merci beaucoup Marie. Merci à toi. Pour les auditeurs et auditrices, alors j'ai plusieurs épisodes à vous renvoyer si le sujet du jour vous a intéressé. Dans l'épisode 44, on avait parlé avec Mechtilde des peintres florentins au XIVe siècle, donc voilà, on était déjà un petit peu à Florence. Dans l'épisode 47, j'en parlais au début, avec Peter, on a parlé des condottières en Italie, donc là c'est plutôt le contexte un peu plus politique et militaire, mais quand même. Et dans l'épisode 50, nous avions parlé de l'arbre au Moyen-Âge avec Alice Laforêt. Donc si tout le côté nature et botanique vous intéresse, allez voir tout ça. Et d'ailleurs, donc n'hésitez pas à passer sur le site passionmédiéviste.fr parce que pour chaque épisode, il y a un article qui est lié, donc où vous pouvez retrouver des conseils de lecture. Donc Marie nous en mettra quelques-uns. Donc pour aller un petit peu plus loin sur le sujet, un petit résumé de l'épisode, on mettra des photos des tableaux dont on a parlé, des photos de jardin pour ce qui reste aujourd'hui. Vous verrez, il y a tout ça, n'hésitez pas à aller voir. Allez voir aussi les autres épisodes du podcast, mais aussi allez voir les autres podcasts que je vous propose sur le format un peu similaire que vous avez écouté aujourd'hui. Je fais aussi le podcast Passion moderniste sur l'époque moderne. Donc l'époque moderne, je vous rappelle, c'est donc l'époque de 1500 à 1800. On a beaucoup de changements. C'est vraiment une période très 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 riche. J'espère que vous allez en savoir plus avec ces épisodes. Et j'ai aussi Passion Antiquité, avec un S Antiquité, où là justement, on explore toutes les différentes antiquités, que ce soit bien sûr l'Empire romain, bien sûr la Grèce, mais aussi la Mésopotamie, l'Égypte et plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous voulez soutenir ce podcast, alors vous commencez à le savoir, j'ai mis en place depuis maintenant quelques années un financement participatif. Je vous mets toutes les infos sur passionmédiéviste.fr/soutenir, c'est tout simple, et là je vous explique tout. Ce mois-ci, je tiens à remercier plusieurs personnes. Je tiens à remercier Héloïse, Oriane, Jacob, Agathe, Yann, Pauline, Catherine, Zoé, Florian et Cesareo. Je me permets de le prononcer comme ça. Comme vous savez peut-être, donc ça fait maintenant plusieurs années que j'arrive à vivre en partie grâce au podcast et je voulais juste parler du sponsor dont je vous ai parlé au tout début de l'épisode pour vous dire que voilà, c'est plutôt exceptionnel. C'est la deuxième fois en 5 ans que j'ai un sponsor. Le premier c'était avec le musée de Cluny il y a quelques années. Là, c'est le Théâtre Châtelet qui est venu me proposer de parler de ce spectacle et j'ai trouvé que c'était quand même très en adéquation avec ce que je vous propose dans ce podcast, c'est-à-dire vous faire découvrir le Moyen-Âge par plein d'angles différents. Et là, le spectacle puise ses sources dans le Moyen-Âge, dans un manuscrit très particulier. Donc j'espère que le petit message de début d'épisode ne vous a pas dérangé et que ça vous a rendu aussi curieux. Et dans le prochain épisode de Passion médiéviste, alors on retournera en Espagne, dont on parlait déjà dans le précédent épisode, et on parlera d'une héritière au destin un peu particulier. Est-ce que vous saurez deviner laquelle ? Bon, j'en suis pas sûre, vous verrez. Salut ! C'est vrai que c'est Robin des Bois qui te l'a donné? Oui, et il m'a même donné son bonnet. Dis, j'ai envie de tirer une flèche avec ton arc. Laisse-moi essayer, Bobby. Oh non, je veux tirer le premier. Tu la pointes trop en hauteur, t'y connais rien, regarde. Oh, gare à tes oreilles, Bobby. En plein dans le jardin du prince Jean. Bobby, c'est défendu d'y aller. C'est vrai, le prince Jean te fera couper la tête. Oh, ça m'est égal, je veux retrouver ma flèche.